Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Époque Épique, la chaîne des nostalgiques. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un acteur majeur de la scène vidéoludique actuelle, une société qui m'a fait rêver étant petit et qui a et est encore aujourd'hui un créateur d'expériences hors du commun. Je vais vous parler de Nintendo. Allez, générique. Avant de vous parler de Nintendo, je vais quand même vous contextualiser le récit en vous plantant le décor de l'époque. Et c'est épique. Nous sommes fin 1985, je suis rentré au CP et j'ai tout juste 6 ans. Je suis déjà fan de jeux vidéo, mais mon expérience se limite aux quelques bornes d'arcade que j'ai pu essayer. Breakout, Paperboy, Marble Madness, Pac-Man, Pole Position. Un soir, mon père installe un appareil noir et rouge qui ressemble à une petite machine à écrire électronique dans le salon de la maison. Il la raccorde d'un côté à la télévision et à la prise électrique, et de l'autre côté à un lecteur de cassette audio. Je ne comprenais pas très bien l'excitation de mon père, mais après avoir patienté quelques minutes, il apparut sur l'écran de la télévision l'invite de commande de l'Auric Atmos et de son système d'exploitation en basique. Tout était prêt, la révolution était en marche, l'informatique et les jeux vidéo s'immisçaient dans ma vie. Mon père appuya sur le bouton Lect du magnétophone après avoir tapoté une commande sur le clavier de ce petit ordinateur. Après des minutes interminables, nous voilà sur le programme de démonstration de l'Auric Atmos, où l'on pouvait au choix essayer un jeu de course en vue de dessus, ou bien regarder des démonstrations technologiques. Il y en a eu des jeux incroyables pour l'époque. L'Aigle d'Or, Doggy, Cobra Pinball, Super Jeep, et des minutes d'attente nécessaires au chargement du programme souhaité. Plus tard, mon père installa le lecteur de disquette optionnel, et grâce à ce dernier, les temps de chargement furent divisés par 10. Nous avons ensuite eu un Sinclair PC200, acheté au printemps 89, le premier ordinateur PC de notre maison, tournant sous MS-DOS 3.5 et capable d'afficher 4 couleurs, noir, blanc, bleu ciel et violet. Et c'était dégueulasse. Mais j'ai quand même joué à de nombreux jeux de qualité, malgré la catastrophe graphique dont je devais me satisfaire. Ce qui était réellement frustrant pour le passionné que j'étais, c'est qu'aucun jeu sur ordinateur n'arrivait à rivaliser avec les bornes d'arcade alors disponibles à cette époque. Ces meubles volumineux et robustes avec des graphismes fabuleux et une expérience de jeu vraiment immersive. Chaque meuble était pensé, créé et optimisé selon le jeu qu'il renfermait. Sega, avec le jeu de moto de course Hang-On, sorti en 1985, disposait d'une moto de course factice qu'on devait littéralement piloter en regardant l'écran qui était placé dans la bulle de la moto. Un pur délire. Ou alors Outrun, sorti en 1986, dans lequel on conduisait une Ferrari Testarossa décapotable, en passant des checkpoints en un temps limité, à l'aide d'un volant, de pédales d'accélération et de frein, et d'un levier de vitesse. Le tout au son de la musique incroyable du jeu. Ou bien encore Afterburner, sorti en 1987, surfant sur le film phénomène Top Gun, sorti un an avant, où on rentrait dans une sorte de simulateur de vol pour piloter un F-14 qui vous faisait alors ressentir l'intensité des combats aériens que vous meniez, en vous secouant dans tous les sens. Une époque épique, je vous dis. Mais revenons encore avant tout ça. 1983, l'année du crash du jeu vidéo. Atari, alors leader mondial, manque de faire faillite à force de laisser sortir tout et n'importe quoi sur ses consoles de salon, l'Atari 2600 et 5200. Il entraîne dans sa chute toute l'industrie du jeu vidéo. Toute? Non. Car au pays du soleil levant, Nintendo, une société de jeux et jouets encore assez méconnue en dehors du Japon, hormis pour la bande d'arcade Donkey Kong et quelques jeux électroniques, souhaite rebondir et profiter de la crise américaine pour façonner le marché du jeu vidéo à son goût. Ils sortent à l'été 83 et uniquement au Japon la Famicom, qui est la contraction de Family Computer, et l'adaptent pour le marché extérieur en 1985, en sortant aux États-Unis la Nintendo Entertainment System, joliment abrégé NES, et ils vont faire tout l'inverse d'Atari. Ils vont sécuriser le marché du jeu vidéo de deux façons. Premièrement, en faisant payer relativement cher les éditeurs qui souhaitent sortir des jeux, et les limiter à 5 jeux par an, afin de ne pas saturer le marché et que les éditeurs ne fassent pas n'importe quoi. Et deuxièmement, ils vont verrouiller la console grâce à un système de puces de vérification, ce qui rendra quasi impossible la vente de jeux non licenciés par Nintendo.
Ils obligent donc les éditeurs à développer des jeux qualitatifs plutôt qu'à miser sur le volume pour gagner de l'argent. Cette console arrive en France en 1987 et c'est une folie car les jeux sont vraiment beaux. Et je vous rappelle que la console date de 1983. Les développeurs savent donc la programmer correctement et les chefs-d'œuvre sortent les uns après les autres. La NES est vendue en France avec une cartouche contenant Super Mario Bros et Duck Hunt, un jeu de tir utilisant le pistolet optique fourni avec la console. Les jeux disponibles à sa sortie en France sont parmi les plus iconiques du marché du jeu vidéo de ces 40 dernières années. Super Mario Bros, Castlevania, The Legend of Zelda, Bubble Bubble, Metroid. Sega, qui détient alors toutes les licences de jeux d'arcade dont je vous ai parlé précédemment, décide de venir concurrencer Nintendo en Europe. Sa Master System sort en France en même temps que la NES, et son catalogue de jeux est directement repris de son offre arcade. Shinobi, Hang-On, Outrun, Afterburner. La guerre allait être rude. Bref, revenons fin 89. Nous avons déménagé, et nos nouveaux voisins ont une Nintendo NES. Et je passe mes soirées à jouer chez eux à Mario, Zelda, Duck Hunt et surtout Castlevania. Je décidai alors d'annoncer à mon père que son ordinateur était vraiment pourri et que je voulais une console de jeu. Il faut dire que la comparaison était édifiante. D'un côté, vous aviez 4 pauvres couleurs et un son qui était essentiellement atroce. Des contrôleurs au clavier ou alors via des joysticks abominables qui se déréglaient à force de les manipuler. Alors que de l'autre, plaisir, raffinement et volupté. Des graphismes avec 16 couleurs simultanées, une ambiance sonore harmonique sur 4 canaux et des contrôles ergonomiques. De plus, aucune commande à taper, on mettait la cartouche, on allumait la console et on jouait. Bref, vous l'avez compris, la console avait conquis mon cœur de joueur. Le matraquage publicitaire de Sega eut raison de moi, et j'ai eu une Master System avec Alex Kidd et Outrun. Je compris alors une chose. Sur la Master System, je ne jouais jamais très longtemps, alors que je pouvais passer des heures sur les jeux NES sans m'en apercevoir. Les jeux de Master System étaient tellement orientés arcade qu'ils n'étaient pas faits pour qu'on s'y attarde, alors que Nintendo voulait qu'on passe un long moment devant ces jeux. En un sens, c'est l'essence même de la marque qui est résumée, l'expérience de divertissement avant tout le reste. Oui, les couleurs étaient plus vives et plus nombreuses sur les jeux Master System. Oui, il y avait des licences arcade de Sega présentes sur la Master System, mais bon, Hang-On sans sa moto et Outrun sans son volant, c'est vite chiant. Et Nintendo avait une réelle volonté d'imposer un style et une façon de jouer, avec des jeux comme Super Mario Bros, qui a servi de maître étalon à tous les autres jeux de plateforme pendant très longtemps, ou bien Zelda, qui a rendu accessibles et fun les jeux vidéo d'aventure qui n'étaient alors que des jeux compliqués et ennuyeux sur ordinateur. Bref, vous l'aurez compris, j'ai plus de souvenirs marquants et intéressants sur NES alors que j'avais une Master System. Nintendo a toujours été à cheval sur la qualité et l'aspect innovant des expériences de jeux qu'il proposait. Et c'est quelque part grâce à Nintendo si en 2024, on joue aux jeux vidéo de la façon dont on y joue. En 1989, Nintendo a littéralement révolutionné le marché du jeu vidéo portable, qui se composait alors essentiellement de jeux électroniques portatifs, en sortant son Game Boy, dont les concurrents ne se sont pas méfiés à l'époque. Il faut dire que le produit ne fait pas trop rêver avec son écran 4 nuances de vert sans rétroéclairage, d'autant qu'Atari sort au même moment la Lynx, une console 8-16 bits portable qui a un écran rétroéclairé 16 couleurs et dispose d'effets 3D. Et Sega sort la Game Gear, une Master System portable avec écran couleur rétroéclairé. Mais ces deux consoles se sont avérées beaucoup trop énergivores et avaient une autonomie réelle de 3-4 heures avec 6 piles. Et pour l'avoir vécu, on pouvait se faire engueuler très très fort si on oubliait d'éteindre une de ces deux consoles en arrêtant d'y jouer. Les parents pétaient réellement les plombs à force d'acheter des piles par lot de 24 toutes les semaines. Le Game Boy, grâce au choix stratégique de Nintendo, avait une autonomie pouvant atteindre les 30 heures. Et grâce à ses licences à succès, Nintendo put rendre son expertise vidéoludique complètement mobile. Et c'était génial, car malgré la différence de graphisme qu'il y avait entre les deux machines, il était aussi plaisant de jouer sur NES que sur Game Boy. En 1996, Nintendo révolutionna le marché de deux façons, grâce à la Nintendo 64. Premièrement, grâce à sa manette très atypique, en forme de trident, qui est à la fois la première manette capable de vibrer en adéquation avec l'action en cours, mais surtout la première manette pensée pour les jeux en 3 dimensions, avec son stick analogique en position centrale. Deuxièmement, grâce à la démonstration de Super Mario 64, qui fit sensation auprès de toute l'industrie, en montrant comment réussir un jeu de plateforme exploration en 3D en déplacement libre, car à l'époque, aucun studio n'y arrivait.
10 ans après, en 2006, Nintendo prit une technologie encore balbutiante, la capture de mouvement, et poussa le concept jusqu'à en faire une interface de jeu à part entière au détriment de la puissance brute de la console. Sony et Microsoft se faisant alors la course aux spécifications technologiques. Nintendo misa sur une expérience de jeu radicalement différente. Et bien évidemment, les deux concurrents ont critiqué les graphismes techniquement en retard de la Wii. Et pourtant, en nombre de ventes, Nintendo arriva premier avec environ 101 millions de Wii vendus, là où Sony termina deuxième avec 87 millions de PS3 et Microsoft fut dernier avec 84 millions d'Xbox 360. Bien sûr, Nintendo a eu quelques beaux ratages, parmi lesquels on peut citer en 1995 le Virtual Boy, un concept prototypique d'un casque de réalité virtuelle bien trop avant-gardiste pour avoir un succès commercial. En 2001, la GameCube, console la plus performante de la 6ème génération, mais sortie un an trop tard par rapport à la PlayStation 2 de Sony, qui avait déjà une trop large avance commerciale sur la concurrence. La Wii U, qui est selon moi le plus beau ratage de la marque, malgré des jeux comme Mario Kart 8 et Super Smash Bros. Elle eut pour mission de passer après la Wii, mais fut boudée malgré l'originalité de sa conception, avec une tablette tactile servant de manette qui avait un réel intérêt. Personnellement, je pense qu'elle a surtout servi d'étape dans la création de la Nintendo Switch. Voilà pourquoi je dis que Nintendo est selon moi la marque qui a le plus apporté aux jeux vidéo. Et c'est, je pense, grâce à elle que le marché du jeu vidéo est ce qu'il est actuellement. Et qu'on a pu avoir des jeux aussi prenants que la série des Zelda, aussi novateurs que la série des Mario Bros, aussi amusants que la série des Mario Kart, des expériences aussi innovantes que celle de pouvoir emmener ces jeux partout et de pouvoir réellement interagir dans les jeux grâce au contrôleur de la Wii. Bref, des expériences de jeu vraiment plaisantes, créatives et uniques. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, c'est encore plus gratifiant. N'hésitez pas à me dire en zone de commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous voyez des erreurs ou des choses à améliorer, pareil, en zone de commentaires. Je suis désolé pour le délai que j'ai mis pour sortir cette vidéo, mais en fait j'ai une autre vidéo qui devait sortir, sauf que je n'ai pas pu le faire pour des raisons de droit d'auteur. Donc je suis en train de voir un petit peu comment je vais faire pour la sortir, parce qu'elle me tient à cœur, c'est la vidéo qui est en attente. Je vous dis au plaisir de partager à nouveau mes souvenirs avec vous. Ciao!